On commence par l'arrêt Ski, donc de la Cour de cassation du 27 mai 1971, qui affirme, par rapport à la hiérarchie des normes, que le droit international a effet direct dans l'ordre juridique interne, de par sa nature même, doit primer sur le droit interne. Et donc cet arrêt affirme beaucoup de choses, et c'est un revirement de jurisprudence par rapport à la position d'avant. Et donc il affirme effectivement donc la primauté. Il affirme aussi que si le juge se trouve en face euh, d'un droit interne qui est en conflit avec le droit international, il a l'obligation de l'écarter, et que le conflit ne s'analyse pas comme un conflit entre deux lois, mais bien entre la loi et le traité, parce que la loi d'assentiment, ça n'est rien d'autre qu'une loi formelle. Et donc dans l'espèce, le cas c'était la fromagerie qui avait, dû à cause d'arrêtés, dû payer toute une série de taxes sur l'importation. Et il y avait eu, on avait enlevé parce que ça n'allait pas par rapport aux directives européennes. Et puis on avait passé une loi en 1968 qui ratifiait postérieurement, qui légitimait qui régularisait plutôt toutes les importations qu'ils avaient fait. Et on avait considéré que c'était contraire à l'Union, et que donc ça devait être écarté. La Cour de cassation disait qu'il fallait l'écarter. Oui, alors après ça, on a la position de la Cour de justice de l'Union européenne qui, bon, sans que ça nous étonne, affirme sa primauté. Et donc on voit avec l'article 8, 8 bis du traité de Maastricht, il y avait un conflit avec l'article 8 de la Constitution. Donc l'article 8 de la Constitution, c'est le droit politique belge, qui appartient que aux Belges. Et, euh, et donc évidemment, le traité de Maastricht qui prévoit qu'il faut permettre aux ressortissants de l'Union européenne de pouvoir participer aux élections, d'être éligible, et ça n'était pas organisé en Belgique. Et donc, mais comme le traité n'avait pas encore d'effet direct, et l'effet direct, ça s'analyse comme quoi, n'était pas encore directement applicable plutôt. Enfin, donc pas d'effet direct, puisque l'effet direct, c'est il faut que le texte soit suffisamment clair et précis, et qu'il s'adresse directement à des citoyens et leur confère des droits subjectifs. Et donc ça n'était pas encore le cas au départ, mais par après il est devenu applicable, et donc on a été condamné et il a fallu modifier la Constitution. Alors il y a un autre problème qui est encore toujours le cas, c'est avec la Cour pénale internationale, où là c'est en conflit avec l'article 58-59 de la protection du parlementaire, l'article 88, l'inviolabilité du roi, et l'article 103-125, la protection des ministres de notre Constitution. Mais ça, c'est toujours. Le conflit existe encore toujours dans notre droit, et on n'en fait rien. Et alors, on a la thèse de Velu. Et donc, la thèse de Velu, de Jacques Velu, elle est que. Elle s'opère en deux temps. Dans un premier temps, on a la Constitution qui prime, et dans un deuxième temps, on a le droit conventionnel à effet direct dans l'ordre juridique interne. Et, et c'est parce qu'on a des règles constitutionnelles de compétence de traiter, de conclure des traités, et que si on reste, tant qu'on n'a pas respecté ça, c'est la Constitution qui prime. Une fois qu'on a respecté ces règles, le droit international va primer. Alors, on a après donc la jurisprudence de la Cour de cassation avec l'arrêt de ski, c'est une qu'elle affirme de manière constante, et c'est la doctrine prévalente en principe. Et puis on a la jurisprudence de du Conseil d'État. Le Conseil d'État en 1996, dans son arrêt Orfinger Goose, il affirme aussi la primauté du droit international à effet direct dans l'ordre juridique interne sur le droit interne. Et donc c'était de nouveau en conflit avec l'article 8 de la Constitution, mais aussi 10 et 11, parce qu'il y avait l'arrêté royal des principes généraux quant au statut administratif et pécunier des agents de l'État, qui admettait la possibilité pour des ressortissants de l'Union européenne d'occuper la position. Et donc il y a quelqu'un qui avait dit que c'était contraire à l'article 8, 10 et 11 de la Constitution. Le Conseil d'État a dit qu'importe, ça n'avait aucune sorte d'importance, parce que la loi, enfin l'arrêté royal plutôt ici, était conforme
était conforme au traité international, et que donc il n'y avait pas besoin d'analyser par rapport à la Constitution, et qu'effectivement la Constitution le consacrait elle-même, parce que l'article 34 primerait, donc l'article 34 c'est la souveraineté internationale entre guillemets, qui primerait sur les articles 10, 11 et 8. Voilà. Et puis on a encore la Cour de cassation qui affirme aussi en 2004 dans l'affaire Vlaams-Blok, parce qu'on voulait lui forcer à poser des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Il a dit non, il n'y a pas besoin de poser ces questions préjudicielles euh, parce que la Convention européenne des droits de l'homme prime sur la Constitution, et que donc si je dois vérifier la conformité au CEDH en priorité par rapport à la Constitution, et comme il n'y a pas de problème, je n'ai plus besoin de le poser. Alors le législateur spécial a réagi, c'est le spécial parce que tout ce qui est Cour constitutionnelle c'est toujours des lois spéciales, a réagi le 12 juillet 2009 en disant non, en posant priorité, si on a des dispositions, s'il y a des problèmes de conflit avec des dispositions de droits et libertés fondamentales qui ont une disposition similaire, analogue dans la Constitution, on vérifie d'abord par rapport à la Constitution, et donc on pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Et alors on a la position de la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle, elle considère que la Constitution prime. Et on le voit dans deux arrêts. En 1991, elle affirme donc non seulement elle peut annuler, comme c'est prévu par la coutume constitutionnelle, pendant 60 jours, parce qu'elle peut vérifier les lois d'assentiment. Et donc se pose une question, est-ce qu'elle a juste en sorte de contrôle de l'égalité externe, c'est-à-dire elle vérifie que les formalités, si les formalités ont respecté, ou de l'égalité interne, et si elle vérifie vraiment est-ce que le contenu finalement du traité, parce que c'est bien le traité qui a le contenu et pas la loi d'assentiment, par rapport à la Constitution. Et elle fait une interprétation extensive, elle dit non seulement je peux vérifier pendant les 60 jours, en recours en annulation, mais après je suis aussi compétent pour des questions préjudicielles qu'on me pose. Alors, donc effectivement, on a cette coutume constitutionnelle que l'exécutif ne peut pas ratifier en attendant 60 jours que le recours en annulation prend fin devant la Cour constitutionnelle. Et donc ça, c'est tout à fait dans la logique de la thèse velue, puisqu'effectivement, les 60 jours, c'est bien les règles, ça fait partie des règles constitutionnelles de compétence de conclure des traités. Mais par après, la question préjudicielle, à ce moment-là, une fois on a respecté les procédures de la Constitution, et donc c'est tout à fait différent, puisque là on dit non, la Constitution continue à primer, alors que dans la thèse velue, une fois qu'on avait respecté dans un premier temps, c'était bon. Et alors Rotendal, il considère que c'est ça la position la plus cohérente, parce qu'on voit difficilement, on ne peut pas admettre qu'une simple loi d'assentiment pourrait... Enfin oui, et puis je dois encore dire, le deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle en 1994, c'est sur les écoles européennes. Et donc la Cour constitutionnelle affirme que le législateur ou n'importe qui du droit interne ne peut pas, n'importe quel organe ne peut pas légiférer de manière directement ou indirectement par le biais de traités internationaux, de manière contraire à sa constitution, et que donc il doit d'abord modifier sa constitution s'il veut ratifier des traités internationaux qui sont dans lesquels il y a un conflit avec. Et donc Attendal prend cette position aussi en disant, bah oui, si une simple loi d'assentiment pourrait mettre en échec la constitution, ça pose des problèmes de majorité, puisqu'évidemment la loi d'assentiment c'est une majorité absolue, alors que pour la Constitution, comme on a vu, c'est la double majorité 2/3. Et bon, par contre, Attendal est lui-même pour une procédure de révision constitutionnelle accélérée si c'est pour être conforme au droit international. Et dans ce cas, ce problème-là ne se poserait plus. Alors puis on a encore d'autres sortes de normes qui ont un statut particulier. On a tout ce qui est pris au titre de l'État global, et on a donc par exemple c'est justement ces arrêtés royaux de principes généraux du statut administratif et pécunier des agents de l'État. Et donc
celui qui est actuellement en vigueur, c'est celui du 22 décembre 2000. Et on a aussi une loi ordinaire, c'est notamment la loi ordinaire qui organise la communauté germanophone, celle de 1983. Et pourquoi est-ce qu'on a pris une loi ordinaire? Bah, simplement parce qu'on considérait que les communautés, puisque les lois spéciales, elles ont besoin de l'assentiment de chaque communauté linguistique, et enfin, non pas de chaque communauté, mais de la communauté flamande, la communauté francophone, et qu'on considérait que les communautés n'avaient pas à se prononcer sur la communauté germanophone. C'est quand même étonnant parce que si on voit les lois spéciales de nos jours, elles ont un rôle bien plus important que simplement ce qui est des problèmes communautaires, mais c'est simplement tout ce qui est toute question de grande importance est voté de nos jours comme une loi spéciale. Et évidemment, tout ce qui est de créer une communauté, ça reste un problème important, mais voilà, il en est ainsi. Et donc, et alors, oui, et puis on a la position du législateur spécial sur la hiérarchie des normes, et donc lui, il passe une loi en 2003, 9 mars 2003, et il dit effectivement que la Cour constitutionnelle va quand même un peu trop loin parce qu'elle exclut de son contrôle de questions, son contrôle préjudiciel, elle exclut euh, les normes d'assentiment aux traités constitutifs de l'Union européenne ou les normes d'assentiment à la CEDH et au protocole additionnel. Et donc voilà, c'est ceux-là qui se trouvent donc au top de la hiérarchie des normes. Et il y a encore aussi les accords de coopération. Et puis, au niveau des entités fédérées, tous ceux qui ont une autonomie constitutive, ils peuvent prendre des décrets spéciaux qui sont juridiquement supérieurs à leurs simples décrets. Et donc ça, c'était la hiérarchie des normes. Et puis, il y a encore, avec l'article 176 qui prévoit... L'article 176 qui prévoit la manière dont on élabore des traités. Et donc c'est à l'exécutif qui revient de ratifier, c'est lui qui organise les relations internationales et tout ça, le roi. Mais évidemment, ça n'a pas de force si le législateur ne fait pas une loi d'assentiment. Et cette loi d'assentiment, c'est purement formel, c'est une simple formule qui ne contient rien d'autre que nous prêtons assentiment à tel traité. Et donc c'est eux qui négocient. Et après, on va signer, et après, on fait une assentiment. On peut faire des réserves éventuellement au traité, et puis on ratifie, mais dans les 60 jours, puisqu'il faut respecter cette coutume constitutionnelle. Voilà.